Imagine que tu puisses passer une semaine entière à creuser dans le sol, à chercher des ruines et à prendre des photos des sites archéologiques les plus fantastiques du monde. Serais-tu prêt à le faire? Alors mets ta loupe dans ta valise et allons creuser un peu. Quand on est à Rome, on vit comme les Romains. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville en trébuchant à chaque pas sur des ruines antiques. Donc tu te balades sur la colline de l'Esquilin par un après-midi ensoleillé. Tu viens de finir ta 3e glace quand tu la vois soudain. La magnifique Domus Aurea, ou pour ceux qui ne parlent pas latin, la Maison Dorée. L'empereur romain Néron a ordonné la construction de cet immense palais en 64 après Jésus-Christ. Les travaux se sont terminés en 68 après Jésus-Christ. Au fait de sa gloire, elle occupait une surface 3 fois plus grande que la cité du Vatican. Le bâtiment a été décoré de feuilles d'or, de pierres semi-précieuses et de dizaines de fresques. Le palais comptait plus de 300 pièces, dont certaines donnaient sur un magnifique vignoble et un bois bruissant d'animaux. Il contenait aussi une énorme statue de 30 mètres de haut de Néron lui-même. La salle octogonale était la plus grande construction du palais. À l'origine, c'était une salle de banquet, avec des cascades tout le long des murs du fond. La salle tournait autour de son axe jour et nuit, tandis que d'en haut tombaient constamment des pétales. Les successeurs de Néron ont dépouillé tout le palais de ses matériaux. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la structure principale et, bien sûr, la salle octogonale. Elle a été excavée et tu la reconnaîtras facilement même avec ses murs dénudés. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, nous voilà au cœur de la jungle cambodgienne. Heureusement que tu as apporté ton spray insecticide, les moustiques deviennent littéralement fous dans ce climat tropical. Cachée au milieu de la forêt se trouve la ville d'Angkor. C'était la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Pour info, le mot Angkor signifie capitale en langue khmer. La ville était l'une des plus grandes du monde à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y vivaient. Aujourd'hui, Angkor attire des visiteurs du monde entier en raison de son architecture étonnante. Tu reconnaîtras le style khmer à l'utilisation d'énormes blocs de grès. Au centre du complexe se trouve le temple Bayon. Il est décoré de 216 visages souriants qui, selon les scientifiques, sont censés ressembler aux fondateurs de l'empire d'Angkor. Ils pensent que les tours étaient autrefois décorées d'or, mais aujourd'hui, le site est un labyrinthe de temples couverts de lianes. La ville a été abandonnée en 1431 et n'a été redécouverte que dans les années 1840. En 1992, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les États-Unis ne sont pas nécessairement synonymes de ruines, mais en voici une. Dans l'état montagneux du Colorado, se trouve l'ancien lieu de résidence des Anasazi. Dans tout le parc national de Mesa Verde, on trouve plus de 600 habitations, construites sur les falaises par les Anasazi dans les années 1190. Le Cliff Palace comptait à lui seul plus de 150 pièces. C'était un bâtiment à plusieurs étages fait de grès et de mortier de boue. Pour arriver à la maison du balcon, les visiteurs doivent grimper une échelle de 10 mètres. De là, tu pourras voir un village de taille moyenne, composé de 38 pièces et de 2 kivas. Les kivas sont des chambres traditionnelles construites par les Anasazi à des fins cérémonielles. En 1300, les Anasazi ont cessé de vivre dans la région de Mesa Verde. Heureusement, le site est maintenant ouvert aux visites. Si tu aimes les paysages aux couleurs de terre cuite, tu es au bon endroit. La ville de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert de Jordanie, la ville était un haut centre commercial au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, un peuple arabe ancien, vivaient dans la ville rose et ont prospéré pendant de nombreuses années, accumulant une grande quantité de richesses. Ils ont inventé un système innovant pour que l'eau y circule et ont ainsi rendu la région habitable. La structure, en forme de porte sculptée dans la roche, est célèbre. On la surnomme le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor caché se trouve en dessous. Au début des années 2000, le site a été nommé l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Très loin de cet endroit, au Guatemala, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 12 000 édifices, les vestiges de la capitale de l'ancien empire maya. Elle est comparable en importance à Londres ou à New York. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construit par la seule main de l'homme en 750 avant Jésus-Christ,
Il servait de lieu de repos aux dignitaires et aux rois. À l'époque, les temples en forme de pyramide étaient peints d'un magnifique rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, tout est couleur de calcaire. Les archéologues ignorent la raison de la chute de Tikal. Est-ce la sécheresse qui l'a causée, une maladie ou quelque chose de complètement différent? Sur la rive gauche du Tigre se trouve une ancienne ruine étrange, une grande arche abîmée. Elle appartenait à une ville appelée Ctésiphon, le joyau de l'Empire perse pendant plus de 800 ans. La ville abritait un palais extravagant, doté d'une mosaïque de verre, de tapis ornés de joyaux et de beaucoup de marbre. D'ailleurs, pourquoi les rois semblent-ils tant adorer le marbre? L'arche faisait partie du complexe du palais impérial. Jusqu'à l'époque moderne, c'était la plus grande voûte autoportante construite par l'homme. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun pilier pour la soutenir. En raison de son immense richesse, la ville était constamment la cible d'autres empires, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Tu as envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique dont les pyramides sont les mieux préservées de la planète. Située dans l'état du Yucatan au Mexique, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site compte un total de 26 ruines à découvrir. Le point culminant est El Castillo, un énorme temple qui se dresse à 24 mètres au-dessus du sol. Sa caractéristique la plus singulière est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches, soit le nombre de jours de l'année solaire. La plus ancienne cité perdue de cette liste remonte à la période néolithique. C'est à ce moment-là que nous, les êtres humains, avons commencé à pratiquer l'agriculture pour la première fois, au lieu de vivre selon un mode de vie entièrement nomade basé sur la chasse et la cueillette. Dans l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, se trouve un site préhistorique connu sous le nom de Skara Brae. Grâce à d'excellents travaux de restauration, le site est très bien conservé. Tu peux voir des habitations préhistoriques avec des foyers, des meubles en pierre et même des toilettes primitives. Les chercheurs ont aussi trouvé des symboles runiques sur le site, ce qui signifie qu'il est possible qu'il se soit essayé à une forme d'écriture. Ah, la Grèce. Quelqu'un veut de la feta? Nous voilà arrivés au cœur des cœurs de l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous explorerons un site en particulier, le colosse de Rhodes. Aussi connu sous le nom de géant de bronze, il était l'une des 7 merveilles du monde antique, se dressant dans le port de la ville grecque de Rhodes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On dit que le colosse mesurait 32 mètres de haut. On pense aussi que la statue a été construite avec l'aide de 900 chameaux. Malheureusement, elle n'est restée debout que pendant une 60aine d'années. Un tremblement de terre dévastateur l'a réduite en miettes, si bien qu'en visitant les lieux, les visiteurs ne découvraient plus qu'un pied géant. Maintenant, il n'y a plus rien à l'endroit où se trouvait la statue. On trouve un grand nombre de murs en ruine de par le monde. Et pour notre dernière visite de la journée, c'est exactement de cela dont il va s'agir. Tout au nord de l'Angleterre se trouve la ruine du mur d'Adrien. L'empereur romain a fait construire ce mur afin de séparer son empire des peuples de Calédonie. Le mur originel était beaucoup plus grand que ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais les ruines sont tout de même assez impressionnantes. Elles consistent en une structure qui s'étend sur 117 km d'une côte à l'autre. À l'époque, le mur d'Adrien abritait 17 grands forts et de nombreuses tours d'observation afin d'assurer une sécurité maximale à cette province. Le mur est tombé dans l'oubli lorsque les Romains ont déserté l'île de Bretagne au début du 5e siècle. Les gens ont commencé à le dépouiller pour construire des églises, des fermes et même des maisons. Aujourd'hui, si tu décides de visiter les ruines, tu ne verras que des fragments d'environ 1 mètre de haut. Mais c'est quand même assez chouette, hein? C'est l'un des monuments nationaux les plus importants des États-Unis, avec plus de 500 000 visiteurs chaque année. Le Washington Monument a été construit pour commémorer George Washington, le premier président américain. Mais si tu l'as déjà vu de près, en vrai ou en regardant ses photos sur Google, tu as sûrement remarqué qu'il a 2 couleurs différentes. Il ne s'agit pas d'un choix de conception, si c'est ce que tu te demandes. La Washington National Monument Society, l'autorité en charge de la construction, a manqué de fonds.
et le projet a été mis en attente dans les années 1850. Il a fallu 25 ans de plus pour que les autorités reprennent la construction. Elles ont terminé les 2/3 supérieurs du monument en 1884. Comme ils ont utilisé du marbre provenant d'un autre endroit, il était difficile, vu le temps écoulé, d'imaginer comment ces matériaux se comporteraient dans le temps. Au début, ces deux sections se ressemblaient beaucoup, mais avec les années, principalement à cause des vents, de la pluie et de l'érosion, elles ont fini par prendre des teintes différentes. Il y a même une 3e portion de marbre que l'on peut voir uniquement si l'on fait très attention. Les constructeurs ont d'abord fait appel à un fournisseur de marbre du Massachusetts, mais ils se sont vite rendus compte que les couleurs ne correspondaient pas. Ils ont dû changer de fournisseur, mais leur erreur a donné lieu à cette 3e nuance de marbre. Elle est seulement visible en façade, de sorte que les gens pensent généralement que le monument a 2 couleurs. Les constructeurs ont vite compris la différence et ont trouvé un type de marbre qui ressemblait au marbre initial. Mais le nouveau matériau a fini par prendre une autre couleur, essentiellement en raison des conditions météorologiques. Tu fais partie de ces personnes qui aiment passer leur temps libre sur Pinterest ou Instagram à la recherche de leur prochain voyage? Alors tu connais sûrement une petite ville italienne appelée Cinque Terre. La raison pour laquelle elle est si populaire parmi les photographes et les globetrotters, ce sont ces bâtiments peints de couleurs vives qui viennent contraster joliment avec les eaux cristallines de l'océan. Ces maisons se déclinent dans un large éventail de couleurs, du vert au jaune en passant par le rose vif. Il n'est donc pas étonnant que cet endroit connaisse un tel succès. Il ressemble plus à une peinture qu'à un lieu réel sur Terre. Mais pourquoi ces maisons sont-elles si colorées? Selon les légendes locales, les pêcheurs avaient l'habitude de peindre leurs maisons de différentes couleurs afin de pouvoir les repérer rapidement depuis leur bateau lorsqu'ils rentraient de la mer. Certains bâtiments ont une couleur si particulière que la loi interdit à leurs propriétaires de la modifier. C'est le cas de la ville rose, autrement connue sous le nom de Jaipur en Inde. Elle compte de nombreux bâtiments dans différentes teintes de rose, du rose pâle au fuchsia. Cette coloration impressionnante date des années 1800. La rumeur veut que le Maharaja indien de l'époque, Sawai Ram Singh, ait voulu accueillir le prince Albert lors de sa visite. Il a donc littéralement peint toute la ville en rose. Ce qui bien sûr pose la question de savoir pourquoi il a choisi le rose et pas une autre couleur. Et il s'avère que cette teinte était destinée à insinuer subtilement l'idée d'un lieu accueillant ou d'un lieu d'hospitalité. Jaipur n'est pas la seule ville monochrome au monde. Son homologue bleu est située au Maroc. Elle s'appelle Chefchaouen. Certains habitants disent que la ville est peinte en bleu pour symboliser la belle couleur de la mer Méditerranée. D'autres considèrent que peindre sa maison en bleu leur permet d'avoir plus de fraîcheur lorsqu'il fait chaud. On prétend même que peindre une maison en bleu peut aider à éloigner les moustiques. Les gens pensent que cette teinte ressemble aux vagues de la mer, ce qui n'est pas exactement un endroit désirable pour les insectes si on y pense. Cette construction est devenue le symbole indéniable de la ville de l'amour. Ah, la tour Eiffel! Je sens l'odeur d'une baguette toute chaude, pas toi? Il s'avère que la tour Eiffel a un petit secret chromatique qui lui est propre. Ce célèbre monument français est peint en marron de nos jours, mais il n'a pas toujours été de cette couleur. L'ingénieur qui a construit la tour, et lui a également donné son nom, était un homme appelé Gustave Eiffel. Il affirmait que la peinture initiale utilisée pour la tour, un rouge très vif, était censée protéger la construction de la rouille, un peu comme le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais depuis sa construction, la tour Eiffel a connu de nombreuses teintes différentes, comme l'ocre, le jaune et plusieurs nuances de marron. À un moment donné, elle a même utilisé l'effet d'un dégradé couleur ombre. Cela donnait l'impression que la tour s'effaçait en atteignant le ciel. Je n'ai pratiquement jamais entendu d'histoire plus touchante que celle du grand-père arc-en-ciel taïwanais. Il s'appelle Yang Yun-fu et son histoire commence à la fin des années 2000. Comme il était officiellement le dernier habitant, les autorités locales étaient sur le point de raser son petit village pour faire place à un complexe d'appartements modernes. Pour faire face à sa tristesse, l'homme a commencé à peindre les murs des maisons de son village. Il a commencé par des dessins d'oiseaux, de chats et finalement de personnes. En 2010, un étudiant de l'université locale a découvert par hasard cette démarche artistique
Et tout a changé. Grâce à une campagne de collecte de fonds, ce petit village attire désormais un nombre impressionnant de touristes chaque année, plus d'1 million. Il n'est pas étonnant que les autorités locales aient fini par renoncer à leur projet immobilier. Puisque nous parlons de joli design, il existe une bibliothèque qui ressemble vraiment à une étagère géante. Non, ce n'est pas une scène tirée d'un film fantastique. Quelqu'un l'a réellement construite. L'une des façades de la bibliothèque publique de Kansas City ressemble à une rangée ordinaire de livres alignés sur une étagère. En fait, ce n'est pas vraiment ordinaire, car les livres font 8 mètres de haut et 2,8 mètres de large chacun. Il n'est pas nécessaire d'être un fan de livres pour avoir envie d'aller voir ça. Le plus grand panier du monde n'est pas destiné aux gros chats, c'est en fait un immeuble. Et oui, il existe un bâtiment qui a la forme d'un panier. Tu peux le trouver à Newark, dans l'Ohio. Il a été initialement construit pour servir de siège à la Longaberger Company, un producteur américain de paniers en bois fabriqués à la main. Il est également reconnu par les professionnels comme l'un des exemples les plus connus d'architecture mimétique. Il s'agit d'un type de conception dans lequel les bâtiments sont construits pour imiter leur fonction ou leur objectif. Le bâtiment couvre 16 700 mètres carrés. Sa construction a coûté environ 30 millions de dollars et a été achevée en 1997. Avec 7 étages et un atrium central, il possède également un plafond en verre qui laisse entrer la lumière naturelle. Cet immense panier est également surmonté de 2 poignées en acier. Elles sont équipées d'éléments chauffants qui les empêchent de geler. Elles protègent également l'atrium en verre situé juste en dessous de toute glace qui pourrait y tomber pendant la saison hivernale. À Darmstadt, en Allemagne, se trouve un complexe d'immeubles résidentiels construit dans les années 1990. Baptisé Waldspiral, il présente un design magnifique ainsi qu'une histoire intéressante. Le nom se traduit littéralement par spirale forestière. Cela pourrait faire référence au plan du bâtiment, ainsi qu'au fait que son toit est vert. Mais pas seulement en couleur. Ce bâtiment en forme de spirale possède une forêt impressionnante sur son toit avec des érables et des tilleuls. Cette construction unique a été achevée en 2000. Elle compte 105 appartements et plus de 100 fenêtres, chacune d'entre elles ayant une forme et une taille particulière. Avec 12 étages à son point le plus haut, le bâtiment abrite également un café et un bar. Une autre caractéristique intéressante, chaque coin de la construction est arrondi. Si tu visites un jour la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, ne rate pas les maisons cubes. Ces bâtiments uniques sont situés au-dessus du niveau du sol, sur un pont piéton à proximité du centre-ville et de la station de métro Rotterdam Black. Au XXe siècle, la ville de Rotterdam a subi des dommages. C'est pourquoi, plus tard, elle est devenue le centre d'intérêt de nouvelles conceptions architecturales avant-gardistes. L'architecte néerlandais Piet Blom a commencé à concevoir des logements fonctionnels qui pouvaient également laisser de la place aux piétons au niveau du sol. L'idée de ces maisons lui est venue d'éléments simples, comme les forêts et les arbres. Chaque maison est placée sur un pylône hexagonal, une construction faite de béton et conçue pour ressembler au tronc d'un arbre. Chacun de ces pylônes comporte un escalier qui mène à des espaces de vie bien espacés. Un autre exemple de maison qui semble tout droit sorti d'un conte de fées est la Nautilus House. Tu peux la trouver près de la ville de Mexico, au Mexique. Avec sa forme de coquillage, c'est aussi l'une des premières représentations de la bioarchitecture. L'homme à l'origine de cette conception unique est Javier Senosienne. Il s'est inspiré des travaux de Gaudi et de Frank Lloyd Wright. Le concept même de bioarchitecture est que les bâtiments doivent être construits sur la base de structures trouvées dans la nature. Elle est également censée rappeler aux gens leur histoire et leurs traditions locales. La maison Nautilus ne dispose pas de beaucoup d'espace de stockage, selon les constructeurs. Mais cette structure est censée être résistante aux tremblements de terre et ne nécessite aucun entretien. Sans oublier les centaines de petits vitraux aux couleurs de l'arc-en-ciel qui décorent le bâtiment. Jouons un petit jeu de devinette. Je vais citer les sites touristiques qui figurent sur ta liste de choses à faire avant de mourir. Machu Picchu, le Colisée, Petra, le Taj Mahal. Ai-je au moins trouvé l'un d'entre eux? Je dois avouer que j'étais en train de les choisir de la liste des 7 nouvelles merveilles du monde. Cette liste a été officiellement achevée en 2007, après un vote mondial. Qu'est-il advenu de l'ancienne liste? Elle a été établie au IIe siècle avant notre ère. Et il ne reste de cette liste qu'un seul site. Les pyramides de Gizeh. Fais tes valises. Nous partons au Pérou, où se trouve le majestueux Machu Picchu. Lorsqu'il a été découvert en 1911, son explorateur pensait avoir trouvé la cité perdue des Incas.
Plusieurs décennies plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la même ville. En outre, 3 familles de fermiers y vivaient encore, de sorte qu'on ne pouvait pas vraiment parler de cité perdue et oubliée. Il n'est pas étonnant qu'on s'y plaise tant. Les pierres qui composent les bâtiments sont taillées avec une telle précision et s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible d'y glisser une carte de crédit. Cela a permis à la ville d'échapper à de graves tremblements de terre qui sont fréquents à cet endroit. Les bâtiments dansent sous l'effet des secousses et se remettent en place. Et grâce à la façon dont ils sont disposés, tu peux voir le soleil se lever ou se coucher juste derrière les pics principaux. Les jours importants pour les Incas. Plus de la moitié, 60% de toutes les constructions du Machu Picchu ont été réalisées sous terre, de sorte qu'on ne peut même pas les voir. Le plus beau, c'est qu'il reste encore des choses à découvrir si tu veux inscrire ton nom dans l'histoire. Notre prochaine étape se situe dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Le puissant Chichén Itzá se dresse ici depuis plus de 1500 ans. La structure comporte exactement 365 marches. Tu pourras les compter lors de ta prochaine visite, si tu ne me fais pas confiance. Les Mayas, qui ont construit l'ensemble, étaient passionnés d'astronomie. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient construit autant de marches qu'il y a de jours dans l'année. De plus, si tu te trouves ici au moment de l'équinoxe de printemps ou d'automne, tu remarqueras que les ombres projetées par le soleil couchant donnent l'impression qu'il y a un serpent qui descend les marches. Le serpent à plumes était l'une des principales divinités de l'ancien Mexique. Chichén Itzá a été un centre urbain très actif. Il a connu des hauts et des bas. Et à l'arrivée des Espagnols, au XVIe siècle, il était pratiquement abandonné. Les premières photos que nous avons de l'endroit datent de la fin du XIXe siècle. On dirait que la pyramide en terrasse était beaucoup plus végétalisée en 1892. La seule source d'eau douce dans ce climat sec était constituée par les cénotes, ou dolines remplies d'eau. Il y a 4 cénotes visibles, et la pyramide du temple se trouve probablement au sommet d'un autre cénote. Les archéologues recherchent des tunnels pour y pénétrer. Pour voir notre prochaine merveille, tu dois être prêt à partager avec environ 15 000 autres. C'est le nombre de personnes qui visitent chaque jour la statue du Christ Rédempteur. La statue se trouve au-dessus de la montagne Corcovado et pèse environ 635 tonnes. Il n'a pas dû être facile de la soulever jusqu'ici. En fait, elle a été livrée en plusieurs parties. Un sculpteur français, Paul Landowski, a réalisé plusieurs pièces de la future sculpture en argile. La tête et les mains ont été réalisées en taille réelle, et le corps a été agrandi sur place. Les parties de la statue ont été découpées en cubes, puis coulées dans du béton et assemblées. Les ouvriers préparaient le ciment sur place et transféraient tous les outils par un petit chemin de fer à crémaillère que les touristes utilisaient pour monter la colline. La statue est la meilleure preuve que la foudre frappe plus d'une fois au même endroit. C'est sans doute à cause de sa position au sommet de la montagne que ses doigts, sa tête et ses sourcils ont été endommagés par les tempêtes. Il est temps de passer à autre chose. Cette fois, nous allons à Agra, en Inde. Oui, pour voir le Taj Mahal. Cette belle construction rose. Attends, elle n'a pas toujours été blanche? Le Taj Mahal change de couleur en fonction de l'heure. Il est rose pâle ou gris nacré au lever du soleil, blanc cristallin à midi, et le coucher du soleil le peint en orange bronze. Le soir, il peut même sembler d'un bleu translucide. Et ce n'est pas la seule illusion d'optique. Lorsque l'on se dirige vers la porte principale, le bâtiment semble gigantesque. Mais plus on s'en approche, plus il paraît petit. Les minarets, ou tours, des deux côtés, peuvent sembler parfaitement droits. Mais en réalité, ils penchent vers l'extérieur. C'est une question d'équilibre esthétique, mais aussi pour éviter que les tours ne tombent sur le bâtiment principal en cas de tremblement de terre. Pour une construction achevée au XVIIe siècle, le Taj Mahal a l'air comme neuf. C'est parce qu'il bénéficie régulièrement d'une journée de spa. On lui applique un véritable masque de boue pour le visage, qui est une recette traditionnelle pour conserver son éclat. J'ai un petit creux à cause de tous ces voyages. Et si on allait en Italie manger des pâtes? Je plaisante. La vraie raison serait de voir le Colisée, bien sûr. Son nom d'origine était l'amphithéâtre Flavien, car il a été construit par la dynastie des Flaviens. Le nouveau nom vient probablement de la statue colossale en bronze de l'empereur Néron qui se trouvait autrefois à côté de l'édifice. Le molosse de la statue était le colosse de Rhodes. Au cours de ses presque 2000 ans d'existence, le Colisée a subi au moins 3 grands incendies et 4 tremblements de terre. Il a été endommagé, réparé et reconstruit à de nombreuses reprises. L'impressionnante construction accueillait autrefois jusqu'à 80 000 spectateurs.
Ce qu'ils ont vu n'était pas nécessairement aussi cruel que Hollywood nous l'a fait croire. La plupart des combats de gladiateurs étaient soumis à des règles strictes. Parfois, le public se lassait du spectacle et les participants sortaient de l'arène. Lorsque le Colisée a cessé d'être une arène pour ses spectacles effrayants, il a servi de cimetière, de lieu de culte, de logement, d'atelier pour les artisans et les marchands, de siège d'un ordre religieux et de château fortifié. Aujourd'hui, il est ouvert au public et tu peux découvrir son labyrinthe souterrain. Es-tu prêt pour la prochaine merveille? Il s'agit de la cité perdue de Petra, ou plutôt la ville redécouverte, qui était autrefois très riche et dynamique, puis a été abandonnée et retrouvée en 1812. La ville entière est faite de grès, et bien qu'elle soit située dans le désert, elle a connu des pluies assez fortes. Malgré tout, elle a perduré pendant 2000 ans grâce à des ouvriers très qualifiés. Le balayage laser moderne a montré qu'ils ont placé des marches géantes dans la montagne pour vérifier la qualité de la roche et tailler les bâtiments sans risquer leur vie. Et comment les hommes ont-ils survécu dans ce désert sans eau? Les Nabatéens, qui vivaient ici, ont mis au point tout un système de conduits, de barrages et de citernes, pour s'assurer d'avoir assez de liquide vital pour toute l'année. Si tu es en mode Indiana Jones, il te reste encore beaucoup à découvrir à Petra. Les archéologues estiment que nous ne connaissons aujourd'hui que 15% de la ville, et que le reste est encore caché sous terre. Terminons notre visite par le plus grand ouvrage construit par l'homme au monde. Oui, il s'agit de la Grande Muraille de Chine. Elle s'étend sur plus de 21 196 km, de la mer de Bohai à l'est jusqu'au désert de Gobi à l'ouest. Mais ne te fie pas aux mythes populaires. Tu ne verras pas vraiment la muraille depuis la Lune. Il a fallu plus de 2000 ans pour l'achever, et une bonne quantité de matériaux de construction, principalement des briques et des blocs de pierre taillés. As-tu déjà gravé ton nom sur un arbre ou pire encore sur un lieu célèbre? Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Les gens qui ont construit le mur ont fait de même. Certaines des briques, qui datent essentiellement de la dynastie Ming, comportent des données telles que le lieu de production, le nom de la famille de la brique et les responsables. Il s'agit d'une forme de contrôle de la qualité. Si quelque chose arrivait à l'une des briques, il serait facile de trouver le responsable.